à tous dans ce nouvel épisode de On se dit tout. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'industrie musicale africaine pour parler des défis et des opportunités qu'elles offrent aux artistes. Notre invité est une véritable icône de la musique engagée en Afrique, Didier Awadi. Pionnier du hip-hop sénégalais, cofondeur de Positive Black Soul, entrepreneur culturel et figure panafricaine est avec nous aujourd'hui. Avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, il a su utiliser sa musique comme une arme de sensibilisation et de changement social, tout en bâtissant des structures comme le Studio Sankara pour soutenir la nouvelle génération. Merci d'être avec nous, Awadi. Merci. Voilà, bon, avant de commencer, d'abord, je vais dire aux téléspectateurs, c'est mon grand frère. Ouais. Donc, et je disais tantôt en off, ton humilité est incomparable. Tu es arrivé hier, là, tu es en Guinée dans le cadre d'une activité, le festival de Djembé. Exact. Et je t'ai appelé, tu venais tout juste, tu me dis, bon, j'arrive là à Conakry, je dis, bon, moi, je dois partir à Dakar vendredi. Est-ce que je peux te prendre dans le podcast? Tu dis, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Toujours disponible, donc je tenais à le mentionner parce on que... n'a pas le choix, tu sais. Ouais. C'est, comme je dis, c'est la famille et puis voilà, on se connaît depuis tellement longtemps. Si je te dis, je ne vais pas te faire le coup de la star, non, j'ai pas le temps, ça n'a pas de sens. Et puis voilà, on fait ce métier aussi pour communiquer, donc il faut savoir humilité garder, quoi. Absolument, voilà. C'est important. Et c'est ça aussi qui est ton star power, c'est-à-dire après toutes ces années, c'est pas facile de maintenir cette aura, surtout dans une industrie qui change. Ouais. Tous les jours, il y a un nouveau quelqu'un, il y a une nouvelle superstar. C'est clair. Donc voilà. Et donc, tu es un artiste dont le parcours inspire des millions de jeunes Africains. Parle-nous de tes débuts, de la création de Positive Black Soul, à ta carrière solo. Je sais que c'est long, donc on va abréger. Okay. Voilà, en tout cas des highlights de ton parcours et à ce que ce parcours inspire aussi tous ces jeunes, ces millions de fans que tu as à travers le monde entier, pas juste au Sénégal. Donc, alors, tout a commencé en 89. Positive Black Soul. Avant Positive Black Soul, j'étais au collège, on était danseurs de breakdance et de smurf, ce qu'on appelle aujourd'hui danse hip-hop. Et en 89, on décide de faire Positive Black Soul avec Derity. Et c'est vers 92 que MC Solar nous repère à Dakar. Et quand il nous repère, il nous invite à Paris et en Suisse. Et très vite, il y a des Anglais qui s'intéressent à nous, le groupe Island Records. Dans lequel il y avait Bob Marley. Donc nous, quand ils nous ont contactés, c'est grâce à Baaba Maal, on était devenus fous. La maison de disques de Bob Marley nous veut, nous, petits gamins des SICAP de notre quartier. Ça nous a rendu fous. On est allé à Londres, on a signé. Après, à Paris, on a signé en édition. Là, on est en 94. Et à partir de là, c'est le tour du monde, Positive Black Soul. Et on a beaucoup tourné. Et vers 2001, on a décidé d'aller en carrière solo. Et pour faire court, il y a eu le prix RFI, d'autres prix. Et donc, entre 2001 et 2024, il y a 7 albums solo de Awadi. Donc j'ai essayé de me faire short, mais Positive Black Soul a été un moment important de notre vie parce que c'était le moment où on a compris que ce que nous disions pouvait avoir un impact direct sur les populations. Un impact direct à ce point que entre 89 et 2000, on était là en train d'essayer de conscientiser les jeunes. Il faut vous engager, il faut voter, parce que sinon le système va nous écraser. Bon, voilà. Et pourquoi c'était important pour vous de faire cela? De s'engager? Oui, d'être des artistes engagés. Parce que des fois, c'est une épée à double tranchant. Non, quand tu t'engages, tu es sûr que tu ne seras pas milliardaire. Tu vois? Ouais. Mais quand tu comprends pourquoi tu t'engages, tu dors tranquille tous les jours. Tu vois, tu as la conscience tranquille d'avoir fait ton devoir. Nous, on a été éduqués par des grands frères. Les grands frères pour qui on faisait le thé, c'est des grands frères de la gauche, très conscients, très militants. Donc, quand les grands frères discutent, tu fais le thé, tu entends ce qu'ils développent comme idée. C'était le disciple de Cheikh Anta Diop. Tu entends ce qu'ils développent comme idée, tu te dis waouh. Quand ils laissent un livre traîner, tu voles le livre. Tu vas le prendre et puis toi-même, tu vas voir tes camarades quand on fait le thé. Toi-même, tu commences à sortir les citations, les copains disent waouh. Donc,
c'est ces grands frères qui, sans le faire exprès, nous ont éduqués, nous ont donné, qui nous ont formés politiquement et idéologiquement. Et donc, à partir de là, tu comprends que ce que tu dis est important. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas commencé le rap seulement en s'engageant, c'était ego trip. Mais très vite, quelqu'un nous a dit, mais ce que vous dites là, est-ce que vous êtes conscient que si ça tombe dans l'oreille d'un gamin, vous pouvez changer sa vie, en bien comme en mal. Si vous racontez des conneries, le gamin va se dire, puisque vous êtes reconnu dans le quartier, vous êtes des petites sœurs dans le quartier, il va se dire, si vous dites des conneries, il va faire des conneries. Si vous dites du bien, il peut vous suivre. Donc, comprenez l'importance de ce qui sort de votre bouche, de ce que vous écrivez. Et donc, et puis, ce qu'on écoutait aussi des gens comme MC Solar, comme IAM, tu vois, Rakim aux États-Unis, Public Enemy, KRS-One. Le Wu-Tang Clan. Voilà, les Wu-Tang sont venus après, ils sont venus pratiquement en même temps que nous. Mais donc, c'est les premières écoles du rap engagé, c'est ça qui nous a inspirés. Et puis, moi en terminale, j'ai un prof d'anglais qui m'avait donné une cassette de Malcolm X. C'était le Message to the Grassroots de 63. Et ça a changé ma vie, quoi. Tu écoutes Malcolm X, tu te dis waouh, le gars est trop puissant. Après, on te fait écouter des discours de Thomas Sankara. Tu te dis waouh, alors là, c'est de la révélation, quoi. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on est engagé et qui fait que tu te rends compte que tu as un devoir par rapport à ta population et par rapport à tes frères et sœurs. Parce que quand tu as le luxe de pouvoir avoir un livre et que tu lis et que tu comprends, tu te dis, je ne dois pas déconner. Si j'ai cette information, je dois la partager. Et en la partageant, en fait, tu t'engages. Et je dis souvent à mon fils, quand tu t'engages, tu donnes un sens à ta vie. Absolument. Et donc tout à l'heure, tu as parlé de Thomas Sankara, qu'on connaît tous comme un leader panafricain. Et comment la vision panafricaine a-t-elle influencé ta musique et tes projets? Parce que c'est vrai, Positive Black Soul est un groupe qui est issu du Sénégal, mais votre musique a dépassé les frontières et surtout c'est un message qui s'adressait à toute cette jeunesse africaine. Parce que nous, très vite, moi, avec mes origines diverses, Degiti avec ses origines diverses, il faut savoir que Degiti et Alpulaar, mes peuls du Mali et du Sénégal, moi, j'ai des origines au Bénin et au Cap-Vert, entre autres, plus le Sénégal, et tous les gens autour de nous venaient de différents pays africains. Donc, nous, quand on écrit, on ne pense pas Sénégal, on pense directement Afrique. Et puis, vu que les gens qu'on écoutait étaient loin, mais impactés sur nous, nous aussi on s'est dit, quand on écrit, on a envie que le jeune qui est à Conakry, ça puisse lui parler. Quand tu écris, tu as envie que le jeune qui est à Bamako, ça puisse lui parler. Quand tu écris, le gars qui est à Madagascar, et ça nous est arrivé, tu as vu comment c'est loin? Tu arrives, il y a un jeune qui a écouté ton texte et qui te le répète par cœur. Tu te dis, attends, Madagascar, comment tu... Ce que tu dis là, ça, une fois que c'est sorti, tu n'es plus propriétaire. Tu n'es plus maître. Donc, nous, on a toujours pensé le monde. Et on est d'une génération décomplexée, on est né après les indépendances, on côtoie des gens qui viennent de partout dans le monde, donc on a envie de parler à tous ces gens qu'on côtoie. Et effectivement, tu as dit quelque chose qui est super intéressant, vous avez pensé le monde. Et donc, vous avez pensé le monde, vous êtes parti conquérir le monde. Et lorsque tu revois aujourd'hui le succès de Positive Black Soul et tout ce que vous avez eu à accomplir, est-ce que vous avez, à vos débuts, est-ce que vous avez même pensé, c'est-à-dire, je perds même mes mots, que vous auriez eu succès? La vérité, on n'avait pas conscience de ce qu'on était en train d'écrire. Nous, on vivait notre passion. On aime toujours les hip-hop. C'est notre culture, on vit notre passion. Mais tu te rends même pas compte de la portée. De la portée. Tu as écrit le truc dans ta chambre. Tu vois quelqu'un qui t'appelle du Burkina Faso. Tu te dis non. Grand frère, ce que tu as dit là. Je sens ça me parle. Donc tu te rendais pas compte. Et puis la première tournée qu'on a faite en 94 ou 95, on a fait une trentaine de pays dans l'Afrique. Et partout où on partait, ça déclenchait le rap.
Partout où on partait, il y avait des jeunes qui étaient là-bas, qui voulaient faire comme nous, et qui se rendaient compte que c'était possible. Et qui se sont inspirés de vous. Et donc, voilà, ça a ouvert les portes, et après, tu te rends compte que quelques temps après, certains pour qui tu as ouvert les portes sont devenus ministres dans certains pays, tu vois, sont devenus des personnalités. Donc on a des ministres qui sont des rappeurs cachés. Oui, non, qui sont devenus des rappeurs au Gabon. Comme qui? Massassi au Gabon, c'était avant le dernier ministre d'Ali Bongo de la culture, il s'appelle Massassi. Ici, de la première école de rap, on a eu Bill de Sam. Oui, oui, c'est vrai. Et ça continue. Il y en a d'autres qui sont dans la politique, qui sont à différents postes de responsabilité, parce que c'est ce que j'appelle la génération consciente qui a pris ses responsabilités. Et donc, avec toutes ces années passées dans l'industrie de la musique, je sais que tu as, surtout l'industrie de la musique africaine, je sais que vous avez traversé pas mal d'obstacles, vous avez eu à faire face à pas mal de défis. Donc, lorsque tu fais une rétrospective sur tout ça aujourd'hui, que dirais-tu sur les obstacles les plus courants auxquels les artistes africains d'aujourd'hui font face, notamment ceux qui décident même de rester indépendants? Oui, écoute, c'est le manque d'infrastructures dans nos pays. Beaucoup de nos pays, quand ils réfléchissent à la vision politique, mettent la culture en dernier. Quand on nomme un gouvernement, quand on a fini de nommer le gouvernement, bon, on va mettre qui à la culture? Alors, il faut mettre lui là, on met lui là à la culture, tu vois. Et puis quand on essaie de mettre des budgets, les plus petits budgets, c'est pour la culture. Parce que pour eux, la culture, ils ne voient pas la culture en tant que moteur de développement. Ils pensent que c'est juste du divertissement. C'est toute une industrie. Il faut penser économie de la culture. Tu vois, aujourd'hui on parle d'industrie culturelle et créative. Et c'est une économie de la culture. Donc nous, on a toujours eu cette réflexion anglo-saxonne et pas francophone, bien qu'on est francophone, mais nous, dans notre tête, en tout cas PBS, on réfléchit à l'anglo-saxonne. Il faut penser l'économie de la culture, parce que c'est un vrai moteur de développement. Si tu veux faire du nation branding, et attirer des gens qui vont venir investir dans l'économie de ton pays, il faut que ton pays ait une belle image. Et ça, c'est le nation branding. C'est l'identité, au fait. C'est l'identité et c'est la culture. Donc, c'est la culture qui attire, au fait, les gens vers ton pays, et puis ils découvrent maintenant tout le reste. Les voilà. Et donc, voilà, c'est le manque d'infrastructures et le manque de reconnaissance de l'impact que la culture a dans le développement de nos pays. Quand tu dis le manque d'infrastructures, tu parles par exemple des endroits là où les artistes peuvent se produire à grande échelle? Peuvent se produire à grande échelle. Il ne suffit pas de mettre une grande salle dans la capitale. Les artistes sont dans toutes les villes de nos pays. On va développer une grande salle dans une grande capitale. Et dire, ah ouais, on a une grande salle. Mais non, dans chaque capitale, autant qu'il devrait y avoir des stades pour que le sport se développe, autant il doit y avoir des palais de culture. Des palais de la culture, des maisons de la culture, où les jeunes peuvent venir créer, développer leur art, développer leur talent. Et que ça puisse permettre d'avoir des circuits pour que les jeunes tournent. Tu vois, il faut que les jeunes puissent tourner. Quand tu es en Guinée, si tu dois jouer à Cancan, tu es les mêmes conditions techniques que Conakry. Si tu dois jouer à Labé, les mêmes conditions techniques, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui manque dans nos pays. On fait quelques efforts pour la capitale, mais si tu es en dehors de la capitale, tu es dans la dèche. Donc, c'est ce que j'appelle ce manque d'infrastructure dans nos pays. Mais en dehors du manque d'infrastructure, tu ne penses pas aussi que beaucoup de nos artistes ont du mal à se structurer? Je t'explique. Quand on voit beaucoup d'artistes, en tout cas ici, indépendants, c'est l'artiste qui est le manager, c'est l'artiste qui est le producteur, c'est l'artiste qui est le réalisateur de son... C'est-à-dire, c'est l'artiste qui fait tout. Alors que même si tu es indépendant, tu dois quand même avoir une équipe autour de toi. Chacun a son poste pour pouvoir t'aider à mieux développer ta carrière. Il faut que tu aies tout ce monde autour de toi, mais il faut que tu sois informé que tu dois avoir ça. Beaucoup n'ont même pas l'information. Et puis quelquefois, quand tu vas prendre un manager, quelquefois lui-même est mal formé. Oui, ou bien ton ami. Non, au début, on a tous commencé avec les camarades. Ouais.
Nous, quand on a commencé, bon, toi, tu es allé à l'université un peu plus que nous, c'est toi le manager. Toi, tu es l'impresario. C'est quoi impresario? C'est ça. Tu es l'impresario. Ok, d'accord. Et toi, bon, toi, comme il y a le copain qui a plus de force, toi, tu es le garde-corps. Le garde-corps. Voilà. Et toi, tu es le régisseur. Voilà. Mais au fond, on ne connaissait pas tous ces métiers. Ouais. Tu vois? Et il y a certains métiers qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le métier qui rapporte beaucoup d'argent dans la musique, c'est l'édition musicale. Et il n'y a pas beaucoup d'éditeurs parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les droits. Aujourd'hui, je travaille pour un programme qui s'appelle CLIP, Creators Learn Intellectual Property, avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et on essaie d'apprendre justement, grâce à une plateforme qui s'appelle GoClip.org, à tous ces gens qui gravitent dans l'industrie de la musique, il faut qu'ils connaissent leurs droits. Donc, avec des vidéos simples, quand on va sur GoClip.org, on montre aux gens, c'est quoi le métier. Par exemple, si tu dis un contrat de disque, on te montrera un contrat type. Et quelqu'un t'explique. Gratuitement. It's absolutely free, comme ils disent. Oh, wow. Et donc, on t'explique c'est quoi un contrat d'édition, un contrat de disque, un contrat de management. Et comment aussi l'artiste peut avoir des droits, l'auteur, le compositeur, l'interprète. On a beaucoup de groupes. Tu as un guitariste. Il a joué avec le groupe depuis, il n'a jamais eu de droit. Alors qu'il a droit. Il a des droits qui vont le faire vivre, qui vont assurer sa retraite. Mais si tu n'es pas au courant, eh bien tu vas avec le copain. Et si on te donne un peu, tu prends un peu. Alors que tu peux avoir beaucoup plus en connaissant tes droits. Donc voilà pourquoi je travaille comme ambassadeur pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour que les gens connaissent leurs droits, connaissent d'abord le métier et les droits y afférents, afin qu'ils puissent monétiser réellement leur talent. C'est vrai, parce que la piraterie reste un grand problème en Afrique et les artistes très souvent ont du mal à monétiser leur musique. Tu peux aller download ou oui, on a la chanson. Internet a été... Ouais. Et la digitalisation, ça a été... au début, on était super heureux quoi. Quand on a quitté de la cassette au CD, on dit maintenant le son est bon. Ok, mais avec ça, on a commencé à vendre moins. Aujourd'hui, les gens sont habitués à consommer gratuitement sur le net. Donc ça a été un bonheur, mais c'est aussi notre malheur. Et vu que le taux de pénétration d'Internet est assez faible et les coûts de la data sont encore élevés, en Afrique, on n'arrive pas encore à bien monétiser notre talent. Mais c'est en train de s'accélérer parce qu'on a un super taux de pénétration du mobile. Mais ils ne respectent même pas ce qu'on appelle les droits d'auteur. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a transféré une musique, c'était d'un artiste. La chanson n'était pas encore sortie. Je ne sais même pas comment la personne a fait pour avoir le son. Je dis, c'est un beau son et tout. C'est sorti. Non, je ne sais pas s'il a pris dans le téléphone, je ne sais même pas. Je dis, mais tu n'as pas le droit de partager ça. Oui, non, ça. Mais ça, c'est un problème mondial, c'est planétaire. On n'a pas il n'y a pas que nous. C'est malheureusement ça aussi, Internet, et c'est malheureusement le problème de l'époque. Mais en fait, là aussi l'information, tu sais, un morceau, quand tu le crées, tu lui donnes une identité. Et que même si quelqu'un te vole le morceau et le met sur une plateforme, s'il y a des droits qui sont générés, ils te reviendront. Mais il faut que tu donnes à ce morceau une identité. Tu vois, chaque morceau a son ADN, mais il faut savoir encore comment faire pour l'enregistrer et avoir l'ADN du morceau que tu lui donnes. C'est un code qu'on donne au morceau. Absolument. Et donc toi, à l'époque, vous n'aviez pas les réseaux sociaux. Non, il n'y avait Tout rien. se faisait de manière organique. Penses-tu que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en quelque sorte un frein pour les artistes? C'est plus un atout ou un frein, dans ton opinion? Pour les vieux artistes comme nous, là, malheureusement, on n'a pas vite compris. Mais ceux qui sont nés avec ça, là, ils savent utiliser ça. Donc tu verras que des artistes comme nous, on n'est pas dans les millions et les millions de vues. Ouais. Alors que les jeunes, là, ils sortent le truc, ils ont compris. C'est dans les gènes, ils ont compris comment ça marche. Moi, tu enlèves, moi je suis sur Facebook, Instagram et Twitter. Snap là, j'ai pas. TikTok, le manager n'arrête pas de me dire, mais poste des trucs sur chat, j'étais ouvert ton TikTok post. J'ai dit, ah oui,
Je suis Gaou. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'accepte. Alors, mais n'empêche, ta musique a fait le tour du monde. Oui, je suis sûr qu'il y en a qui en profitent, mais c'est pas moi qui en profite, j'avoue. Ouais. Mais c'est pour te dire, c'est générationnel et il faut accepter ça. Les nouvelles générations vont profiter du net, elles vont profiter de toute la transformation de la consommation de la musique plus vite que nous. Et c'est très bien comme ça. Et c'est à nous aussi de nous update tous les jours. On doit se update, de se remettre en question. Pour rester relevant. Ah ouais. Yeah. Et donc, parlons du financement parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui peinent à se faire financer. Donc, quel mécanisme financier ou partenariat pourrait être développé pour permettre aux artistes africains de produire et de promouvoir leur musique de manière autonome? Écoute, je vais te donner l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Stromae. Il a produit son album tout seul. Il a produit ses beats tout seul. Tu vois? Il a eu une distribution chez Universal grâce à un pote qui s'appelle Romain. Et sa musique a fait le tour de la planète. Aujourd'hui, un jeune Guinéen ici, sur son ordinateur, peut faire sa musique et la mettre sur toutes les plateformes. Il faut croire en soi, avoir faim plus que les autres, avoir envie plus que les autres. Celui qui a faim et qui a plus envie que les autres n'a pas de raison de ne pas réussir. Aujourd'hui, de chez soi, on peut y arriver. Ce n'est pas facile. Mais il faut connaître aussi toutes les techniques pour monétiser, tout ça, pour faire ton marketing. Mais c'est possible. Il ne faut plus attendre les gros producteurs. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gros producteurs, c'est clair. Parce que beaucoup de jeunes aussi n'ont pas besoin de producteurs qui va venir prendre le gros de ton pognon, alors que toi-même tu peux y arriver sans lui. Surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire ça t'écrit une chanson, ça te sort un beat, oui, tu peux prendre le flow, tu peux prendre la voix, tu peux prendre plein de trucs, tu fais tes clips, tu retravailles ton son, oui, mais l'homme sera toujours à la base. C'est vrai. L'intelligence artificielle, tu lui donnes des indications et elle essaie de regarder ce qui se fait partout et pour te donner quelque chose. Mais il faut toujours qu'il y ait un homme qui lui donne des indications pour que ce soit parfait. Et donc, j'aime bien prendre les Nigériens comme exemple. Ils ont réussi à se vendre à l'international, sur la scène internationale, mais en gardant leur identité culturelle, c'est-à-dire ils chantent dans leur jargon. Ils restent authentiques à eux-mêmes. Donc, quel conseil donnerez-vous? Parce que je pense que c'est souvent en Afrique de l'Ouest, le côté francophone, là où on cherche à imiter les gens, tandis que moi je me souviens à l'époque Beyoncé avait utilisé le son je pense c'est du Bembeya, un son qu'elle a utilisé sur une de ses chansons, Shakira, Zamina Mina et Waka Waka. Donc quel conseil donnerais-tu justement à ces artistes francophones qui veulent s'exporter sur les scènes internationales? Quel conseil afin qu'ils gardent cette identité culturelle qui fait la différence? Comme ça, ton son n'est pas le même que les autres. Quand je vois des artistes guinéens qui étaient de chanter comme les Nigériens, ça me fait quelque chose parce que je dis mais chante comme un Guinéen. On a une belle culture, on a de bons sons. Reste authentique à cette culture. Écoute, les Nigérians ont créé un nouveau modèle. Il faut qu'on l'accepte. Ils ont mis du temps avant de trouver leur modèle. Parce que tu vois, au début, on parlait du rap sénégalais. C'était les Sénégalais qui étaient devant, les Ivoiriens, à un moment. Mais les Nigérians ont fait la synthèse de tout ce qui était d'abord de leur musique, un peu de gospel, un peu de rumba, un peu de coupé-décalé. Et c'est cette synthèse avec leurs couleurs. Ils ont assumé qu'ils parlaient Yoruba, qu'ils parlaient English, Pidgin, qu'ils parlaient, tu vois, ils ont assumé. Mais ils sont 200 millions. Ouais. Ils ont un marché. Ils ont des milliardaires qui soutiennent. Et une fois qu'ils ont compris qu'il ne fallait plus copier les Américains, qu'il ne fallait plus copier les autres, ils ont créé leur modèle à eux. Ils ont mis leur culture à eux. Les tenues, quand tu vois comment par exemple les belles tenues des Yoruba, là, tu vois. Même aujourd'hui, même dans les mariages, tout le monde essaie de s'habiller comme les mariés. Ils ont créé donc un modèle. Mais c'est parce qu'ils ont une force et une communauté solidaire.
ils ont une communauté solidaire. Nous, chez les francophones, c'est ce qui nous manque, la solidarité. Oui, et puis le Nigérian, quand tu discutes avec lui, déjà tu as vu comment un Nigérian marche. La manière de marcher est différente. Le gars, il est fier de lui. Il est sûr de lui. Nous, les francophones, là. Par exemple, un Nigérien, si tu viens discuter un business avec lui, tu lui dis, écoute, je veux te prendre pour un concert. Le gars n'a pas de complexe pour te dire c'est $100,000. Nous, là, on a des problèmes pour dire c'est $15,000. Ouais. Et il y aura beaucoup de discussions après ça. J'ai parlé une fois au manager des P-Square, leur frère. Il dit, I want to invite you in Sénégal, je vais vous inviter au Sénégal. Et il me dit, c'est 100,000. Il dit, no, let me explain something. Il dit, my brother, you French people, you talk too much. Il dit, I'm not French, I'm Senegalese. C'est la même chose. 100,000 ou bien tu laisses 100,000 ou bien c'est... Le gars, à peine s'il ne m'a pas raccroché au nez. Ouais. Mais c'est l'attitude d'un vainqueur. Ils connaissent leur valeur. Il faut que nous autres valeur. francophones, on arrête d'être... Il faut qu'on soit décomplexé. Et par rapport à l'argent, et par rapport au business, et par rapport au monde dans lequel on est. Les francophones, on a toujours ce frein dans nos têtes. Tu vois, c'est comme des chaînes mentales qu'on a, qu'on ne veut pas briser. Slavery mentality. Yep. Jusqu'à aujourd'hui. Et les Nigérians sont complètement décomplexés. Ah oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont fait un modèle qu'ils imposent à tout le monde. Les Sud-Africains ont créé Amapiano, les Nigériens ont récupéré ça. C'est vrai. Et c'est là-bas, ça marche. C'est des machines de guerre. Et ils sont fiers de tout, et même de leurs criminels. C'est le Nigérian qui va te dire, oh, did you hear, there's a Nigerian or FBI most wanted list. Non, ils vont te dire que non, comment le gars là était tellement intelligent. Non, il y a cette fierté nigériane. Il faut voir même comment ils marchent. Quand ils arrivent, tu comprends que non, les Nigérians sont arrivés. Tu as souvent parlé, tu l'as dit tantôt, de l'absence des politiques culturelles solides. Donc, à ton avis, quel type d'investissement ou de réforme devrait être prioritaire pour vraiment développer l'industrie musicale en Afrique? Écoute, il y a déjà des choses. On peut déjà, dans tous nos pays, adopter ce qu'on appelle la copie privée, qui est une redevance qu'on va... Par exemple, sur cette tablette, quand elle arrive ici au port, on doit prendre un certain pourcentage que la douane va prendre pour remettre à la société de gestion collective qu'on appelle le Bureau guinéen des droits d'auteur. Les téléphones qui rentrent, il y aura une redevance qu'on va prendre, que la douane va prendre et récupérer ça. Donc une fois que dans tous les pays on va adopter la copie privée, ça veut dire qu'on va gagner beaucoup plus d'argent. La copie privée, c'est pour pallier justement au piratage, puisqu'on se rend compte que les gens prennent de la musique, soi-disant pour un usage privé chez eux, et puis ils veulent faire cadeau, et consommer gratuitement. Donc c'est pour ça que cette redevance a été créée, pour être sur les ordinateurs, sur tout ce qui peut conserver des œuvres. Et donc, une fois que ça sera adopté, ce sera pas mal. Il y a aussi le statut de l'artiste qui fait que l'artiste est un travailleur. À ce compte, quand tu l'utilises, quand tu vas prendre un artiste, tu vas payer ses droits. L'artiste aussi va payer... une redevance. Oui, il va payer, il va s'acquitter de ses droits. On ne le regarde plus comme un artiste, mais comme un travailleur qui a des droits et des devoirs aussi. Donc voilà. Ça, c'est des solutions pratiques pour qu'on se formalise et qu'on rentre dans un monde normal. D'accord. Et donc, parlons des studios Sankara. Oui. Voilà, qui est une véritable institution pour les artistes émergents. Quel impact concret as-tu constaté depuis sa création ? Écoute, c'est beaucoup d'artistes qui sont passés là-bas, beaucoup d'artistes ont pu décoller, des artistes de Guinée, des artistes du Mali, des artistes du Niger, en cas de beaucoup de pays, parce qu'on fait de la production phonographique, donc des CD, de la musique, on fait aussi du contenu audiovisuel pour les télévisions, on travaille avec beaucoup de télévisions, ici on travaille avec Kalak TV, au Burkina ça va être BF1, en Côte d'Ivoire on travaille avec NCI, name them, voilà. Donc on fait des contenus, ça va
du clip, au documentaire, à la série, des séries musicales aussi qu'on fait, de la publicité. Donc on crée un modèle où l'artiste, s'il le duplique, devient indépendant et n'a plus besoin de tendre la main. Il n'y a rien de plus difficile que de tendre la main. Parce que la main qui donne est toujours au-dessus. Ouais. Donc pour nous, il faut être indépendant. Sankara nous a dit, il faut oser inventer l'avenir, produire, consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Donc c'est dans ça qu'on est. Parlons de sources d'inspiration. Tu as souvent mentionné Thomas Sankara comme une grande source d'inspiration dans tes faits, dans tes dires. Qu'est-ce que sa vision représente pour toi, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'homme? Écoute, il m'a décomplexé, il m'a montré que tout était possible. Quand ce mec en 4 ans arrive à l'autosuffisance alimentaire, vous savez, le Burkina c'est un pays assez sec, il arrive à faire l'autosuffisance alimentaire, il arrive à faire des campagnes de vaccination pour éradiquer certaines maladies. Il te montre qu'il y a des choses qui sont possibles, c'est à échelle humaine. Si tu crois en toi, tu y arrives. Et il te dit, regarde le monde en tant qu'égal, ne baisse la tête devant. Tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont égaux. Et donc voilà, il nous a décomplexé, il a enlevé tous les verrous qu'il y avait pour moi chez l'homme africain, pour que l'homme africain puisse aller vers le monde et conquérir sa place réellement. Donc voilà pourquoi on est des fans de Thomas Sankara jusqu'à demain. Et donc parlons des difficultés que tu as eues à traverser dans ta carrière en tant qu'artiste, non seulement artiste, mais aussi un artiste engagé. Quels ont été les moments les plus durs de ta carrière? Bon, écoute, les moments les plus durs, il y en a eu tellement. Si tu devais choisir deux. Non, en fait, la vérité, je ne retiens pas les moments difficiles. Parce que Mandela disait, ce n'est pas tant le nombre de fois qu'on tombe, mais le nombre de fois qu'on sait se relever. Donc je retiens les victoires, mais pas trop les moments de défi. Parce mais que les moments de défi nous forgent aussi. Hein? Mais justement, il faut les prendre comme de bonnes expériences. Il faut tourner toutes ces mauvaises expériences, tous ces coups qu'on te fait, ça te forge. Quand tu prends un coup là, quand on te donne un coup ici, là, à un moment tu vas savoir bander le muscle. Et voilà, je ne retiens pas trop les mauvaises expériences. Je pense que je me suis forgé ce type de réflexion pour me protéger moi-même. Sinon, tu es dans un blues permanent, sinon tu es toujours sur la défensive. Et moi, j'ai envie de rire avec la vie, j'ai pas envie de pleurer avec la vie. Oui, mais donc, as-tu eu des moments là où tu t'es dit, bon, ça c'est trop dur, ça en vaut pas la peine, oui, il y a eu. à give up Oui, mais comme je dis... Qu'est-ce qui te fait remonter? Tu te dis non. J'ai pas envie qu'un ennemi me voie pleurer. J'ai pas envie qu'un jaloux me voie affaissé. Donc chaque fois qu'ils veulent me mettre à terre, là, même s'ils sont au sang, rien que le fait de savoir que je ne dois pas leur donner ce luxe de me voir à terre, non. Moi, c'est quand on m'attaque même sur les réseaux. Ah non, mais c'est là que je montre aux gens. Oh. Moi, par exemple, les réseaux, si tu m'attaques sur les réseaux, tu perds ton temps. Parce que je ne lis pas. Donc, je ne lis pas les commentaires. C'est mes proches qui me disent, voilà. Tu as vu ce qu'ils ont dit? J'ai dit, franchement, je m'en fous. Mais attends, le gars dit, j'ai dit, je m'en fous, je ne veux pas savoir. Et à partir de là, ça ne me touche pas. Moi, j'ai une phrase. J'ai pris ça chez mes amis ivoiriens. Ça glisse sur le vernis de mon indifférence. Et les gens dans mon entourage disent, au fait, ça fait plus mal à mon entourage qu'à moi-même. Ils me disent, s'ils savaient que mais tu n'en as rien à cirer de ceux qui racontent tout le temps sur les réseaux, ils allaient arrêter. Ils disent, c'est nous que ça fatigue parce que nous, on sait que tu vas... Je dis, mais ça vous fatigue pourquoi? Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont venus me dire, pardon, je t'avais dit ça. J'ai dit, ah bon, quand ça? Franchement, désolé, je n'étais pas au courant. Et ça m'est arrivé très souvent, et c'est très sincère. Mais c'est-à-dire, j'en ai rien à péter. Ça ne me regarde pas. J'avance. Moi, je continue mes posts comme d'habitude. Et après, je voyais même des gens qui venaient écrire sur mes posts. Mais est-ce qu'elle sait ce qu'on est en train de dire sur elle, sur la toile? Tellement. Je suis d'accord. On sait que la vie d'artiste demande beaucoup de sacrifices. As-tu eu des moments là où tu avais l'impression de devoir choisir entre ton art et ta vie personnelle?
Ah ouais, ça c'est tout le temps, surtout par rapport à nous qui avons des thèmes très politiques. À des moments, on te dit, yo, si tu dis ça, tu sais que tu risques d'aller en prison, tu sais que les gars là, ils jouent pas. Hein. Donc, tu fais des choix qui sont durs. Et surtout aussi, des fois, même, c'est même pas pour toi, mais c'est même pour ta famille aussi. Oui, non, tu vois. Il y a des moments où tu expliques à ta famille que, écoute, je suis obligé de prendre cette position parce que c'est celle en quoi je crois, mais il faut que vous soyez fort. Bon, ils sont tous nés dedans, mes enfants, donc ils savent que leur papa, c'est un gangsta. C'est pas un gangsta, mais je suis particulièrement têtu, donc ils sont nés dedans. Donc, et puis tous, ils ont des sacrés caractères aussi, donc... mais quelquefois, oui, on s'inquiète pour nos familles, on s'inquiète... parce que quand on ne peut pas tout toucher, on essaie de les atteindre. Et ça, c'est pour ça que je les protège au maximum. C'est de ne pas les mêler à ma vie publique. Oui, absolument. Mais c'est pas facile, surtout avec les réseaux. Ouais, c'est le fils d'Awadi. Tu as combien d'enfants? J'en ai 4. Tu en as 4 garçons et filles? 2 filles, 2 garçons. 2 garçons. Et donc, est-ce qu'ils ont des tendances artistiques? Oui, les garçons, oui. Les garçons, oui. Il y a une de mes filles qui sait chanter, mais elle chante bien, elle rappe bien, mais elle fait biochimie. Donc tu préfères qu'elle reste sur le chemin de biochimie? Non, même elle, ça ne l'intéresse pas. Elle a du talent. Et, le petit dernier, il sait rapper, mais lui, c'est le football qui l'intéresse. Le grand, par contre, il est en train de se professionnaliser et il travaille avec moi au Studio 140. Donc tu l'encourages dans la musique? Oui, parce qu'on avait un deal. S'il avait son Master 2, il a fait son Master 2, il a eu mention, donc là, je suis bien obligé d'accepter. Je suis mal placé pour lui dire ne fais pas de musique. Mais tu as été très malin. Tu étais assuré qu'il a le background éducatif. C'était le deal. Il dit, si tu n'as pas Master 2, tous tes projets là, tes délires là, je m'en fous. Donc quand il est venu avec son Master 2 avec mention, j'ai dit, bon, ok, là, tu es obligé d'accepter, quoi. Ouais, mais il a toujours un backup plan de toute façon, voilà. Ah oui, au moins, voilà. Et parce que, tu sais, moi, je leur dis, on n'est pas éternel, donc faut pas déconner. Si tu déconnes avec ta life, nous, on n'est pas éternel. Et donc, je sais que tout à l'heure, quand je t'ai demandé les moments les plus durs de ta carrière, tu dis que tu n'y penses pas parce que aujourd'hui, tu es qui tu es grâce à cette somme de tout ce que tu as expériencé. Mais est-ce que y a-t-il, et je t'ai dit, pour moi, c'est des leçons qu'on apprend, y a-t-il une erreur dans ta carrière qui t'a appris une leçon importante? Une erreur. Oui. Mais ouais, on fait que des erreurs, hein, tu sais. Mais à travers laquelle tu as appris une leçon importante. Tu sais, le plus dur, c'est... J'essaie de trouver une particulière, une erreur. Que je ne vois pas comme ça. Puis si ça revient, je te dirai. D'accord. Mais il y en a... Sache, en tout cas... On est humain. Et l'erreur est humaine. Je ne fais que des erreurs et que je me suis pris plein de claques. Ça, au moins, j'en ai fait beaucoup. Mais bon, certains considèrent que c'est des erreurs. Certains considèrent que tu as fait le bon choix. Ouais. Quand il y a des moments où on a refusé de prendre des postes, tu vois. Ouais. Ils m'ont dit, tu as fait la plus grosse erreur, pourquoi tu n'as pas pris ce poste? Tu serais ministre, tu serais directeur national. Et mais ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Ouais. Oui, tu es con, et il y en a qui sont fâchés. Donc, c'est pas des erreurs. C'est des choix, au fait. C'est des choix. Des fois, les gens ne sont pas d'accord avec le choix. Et puis, tu es artiste parce que tu as un ego, parce que tu assumes ton ego. C'est à partir de là que tu deviens artiste. Et donc, tu fais des choix qui ne sont pas toujours compris, qui ne mettent pas tout le monde d'accord, mais tu assumes tes choix. Et quand tu te plantes, eh bien, assume que tu t'es planté. Absolument. Et puis pleure en silence. Absolument. Et si tu pouvais parler au jeune Awadi il y a 20 ans, que dirais-tu à ce jeune? Qu'est-ce que je lui aurais dit à ce jeune de 20 ans, ce jeune Awadi? Va jusqu'au bout de tes rêves, ne lâche rien. Ne lâche rien parce qu'on ne te fera pas de cadeau. Crois en tes rêves et dans les périodes de doute, ne baisse surtout pas les bras. Tu auras des périodes de doute qui vont partir, qui vont revenir. Et dans les périodes de doute,
beaucoup baissent les bras, beaucoup changent de voie. C'est dans les périodes de doute que tu dois savoir te relever. N'aie pas peur des périodes de doute. Affronte-les et dépasse-les, surmonte-les. Il y en aura. C'est ce que je dirais aux jeunes Awadi. It's a good advice. Parce que quand on est jeune, on pense que c'est la fin du monde. On pense qu'on n'y arrivera jamais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, y a-t-il un moment qui t'a marqué lors d'une rencontre avec un fan qui t'a profondément marqué et qui, si tu veux, qui a cimenté en toi cette idée de l'importance de ce métier que tu fais? Écoute, ça c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours. Rien que tout à l'heure, j'ai eu des messages tellement forts de quelqu'un qui m'a cité plein de gens qui ont impacté dans sa vie. Et il dit, toi et moi et Rouman et moi, voilà ce qu'on a fait dans sa vie, l'impact dans sa vie. Avant de partir aussi, j'ai un jeune qui est aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, qui est devenu un des gros patrons, des directeurs nationaux. Mais chaque fois qu'il fait quelque chose, il vient chez moi pour me demander un conseil. Quand il a acheté la maison pour sa mère, il me dit, grand, je dois acheter une maison pour ma mère, il faut que tu viennes la voir, il faut que tu viennes la bénir. Tu vois, quel effet ça te fait de savoir que ça ce qu'on appelle un real change? Ah oui, et il y en a beaucoup. Il y a 3 semaines, on était au Bénin. On a fini après un tournage, on s'est assis devant un shawarma, vraiment dans une rue quelconque, avec le manager. On était à une autre shawarma et il y a un vendeur ambulant là qui passait et qui arrive à notre niveau. Il regarde, il recule, il s'est mis devant moi pendant 5 minutes, il ne parlait pas. Il avait un genre de sourire, je ne sais pas si c'est un sourire, si il était là, genre, j'ai dit bonjour, il n'arrivait pas à parler. À moi, l'autre qui commence à rigoler parce que c'était gênant, parce que tu comprends que le gars il est choqué. Ouais, et il n'imagine pas que c'est Awadi qui est assis en train de manger. Et tu te dis, on a une responsabilité, on ne doit pas fuck up, on ne doit pas déconner dans notre vie. Parce qu'on impacte des gens. Quand je viens ici à Conakry, il y a des gens qui me disent, tu as eu un impact dans ma vie. Tu parles par exemple au frère Mbaye, il te raconte des anecdotes d'avant. Tu parles à d'autres artistes d'ici, ils te racontent des anecdotes d'avant. Et tu dis, ah ouais. Et ça a impacté dans leur vie, tu vois. Ouais. Mais on ne peut pas savoir. Voilà, comme c'est dit, moi je suis. Tu ne peux pas mesurer. Je fonce. Ouais. Et dans chaque pays d'Afrique, et j'en ai fait 45, il y a un jeune comme ça qui va me raconter son histoire d'une manière intime avec moi. Même si je ne suis pas collé à lui, il a eu des moments qu'il a vécu grâce à moi, grâce à Positive Black Soul, et qui ont impacté et changé sa vie. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est une responsabilité. Et tu parlais d'humilité. Tout ça là ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Moi, je n'avais pas demandé. Moi, fils d'enseignant, père et mère, j'ai voulu être à un moment militaire. J'ai voulu faire le service militaire. Oui, le Britannique militaire. Bon, je ne me suis pas inscrit à temps parce que j'étais malade. J'ai voulu être steward d'Air Afrique. Parce qu'avant les stewards d'Air Afrique, c'était des gars qui voyageaient, putain. Costume bien habillé. Ah ouais, c'était la classe. J'ai voulu faire ça. J'ai voulu être journaliste. J'ai fini rappeur. Mais voilà, bon bref, en tout cas, on ne regrette rien. Si c'était à refaire, on refera tout pareil. Quelle est ta plus belle réussite? Ma famille. Oh. Ma plus belle réussite, c'est ma famille. Mon épouse, mes enfants. Ça, c'est ma plus belle réussite. Wow. Je pense que c'est ma plus belle réussite, c'est ma famille. Quand on est tous ensemble en train de manger, rigoler, faire les fous à la maison, pour moi, c'est ça ma réussite, c'est pas autre chose. Et est-ce que tes enfants prennent le poids de qui tu es? C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent que leur papa, c'est Didier Awadi?
Non, leur papa, c'est leur papa. Non, ils comprennent que non, tu es une non, star. par exemple, ma grande fille me dit, toi tu fais la star, c'est moi qui t'ai ouvert la chance, c'est moi qui t'ai ouvert la chance. Tu n'es pas une star, hein? C'est moi la star, c'est moi qui t'ai fait une star. J'ai dit ok. J'ai dit d'accord. Oh my God. C'est pour te dire, c'est l'ambiance à la maison. Non, il n'y a pas... Tu sais, moi, quand je descends de scène, le show est terminé. Il y a une différence entre la personnalité publique et non, la personnalité quand tu descends de scène, tu dois fini. comprendre que le show est terminé. Voilà, moi je ne crois pas à les histoires d'artistes jouer la star. J'ai jamais cru en ça. Ouais. Et j'ai prié Dieu de me donner de l'humilité. Parce que si aujourd'hui il a mis une lumière sur nous, c'est lui qui a mis la lumière sur nous et pas le contraire. Donc il faut savoir, quand tu descends de scène, là, te calmer. Yeah. Donc moi c'est un peu ma philosophie de vie. J'ai prié Dieu qu'il me permette de garder les pieds sur terre. Amen. Et la tête sur les épaules. Ouais, l'humilité t'amènera très loin. Et donc, aujourd'hui, si tu avais un seul conseil à donner à un jeune artiste qui débutait, un seul conseil, lequel il faut serait? avoir faim plus que les autres, avoir envie plus que les autres. Voilà. Ouais. Alright, nous sommes presque arrivés à la fin de ce podcast. Maintenant, nous allons donner la parole aux auditeurs. Nous avons pris 3 questions pour toi. Ok. Et tu vas écouter et tu vas répondre au fur et à mesure. Donc, Ok. c'est parti pour les appels. D'accord. Bonjour, merci de me donner la parole. Moi, c'est Alphonse Manda. Je vous écoute depuis la Cimenterie. Et j'avoue, l'émission, le podcast de Madame Bianca est très instructif. Je la salue par ricochet. Et bravo à l'invité Didier Awadi. Merci. J'ai une question naturellement pour l'invité. À votre avis, Monsieur Didier, comment le gouvernement sénégalais pourrait mieux soutenir les artistes indépendants et l'industrie musicale en général? Et merci beaucoup et merci à vous. Comment le gouvernement sénégalais pourrait soutenir les artistes Écoute, déjà en les écoutant, avant de décider une politique pour eux, de les écouter, de les mettre autour de la table et savoir ce qu'ils veulent. Et l'idée, ce n'est pas de penser pour eux, mais penser avec eux. Et parce qu'on dit souvent que ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Ouais. Voilà. Très bien. C'est bien dit, c'est bien dit. Merci. Oui. Nous allons passer à la prochaine question. Bonjour Diaka, j'espère que tu vas bien, ça va, moi. Je suis lui, Alpha Idrissa, communément appelé Titicario sur les réseaux sociaux, grand poids de la musique. Didier Awadi, big up frère, je t'aime grave et puis tu es l'une de mes références sur la scène musicale internationale. Grosse force à toi. Et moi, ma question sera la suivante. Vous avez travaillé avec des artistes internationaux comme MC Solar. Que retiens-tu de ces expériences et comment ont-elles influencé ta musique? Et de passage, je te dis, Tcharoui 44, c'est mon coup de cœur du moment. Merci, grosse force. Big up. Là c'est un fan, hein? C'est un fan. Lui, il a suivi jusqu'à la dernière actualité. Absolument. C'est une très belle question, ça. Alors, comment on récapitule? Oui, donc, comment tu as travaillé, tu as eu à travailler avec des artistes internationaux tels que MC Solar. Que retiens-tu de ces expériences et comment ont-elles influencé ta musique? Oui, non, avec chaque... Il y a des gens comme MC Solar qui nous ont influencés dans la manière d'écrire, surtout par rapport à être pointu dans le français. Des gens comme MC Solar et Ayam de Marseille, Ouais. pour le français, nous ont poussé à être pointu dans l'écriture. Et il y en a d'autres que tu écoutes, il y en a d'autres avec qui tu collabores, des Wyclef, tu te rends compte comment le gars il est carré. Donc... Tu as collaboré avec Wyclef? Oui, oui. Et il est venu au studio Sankara, il a enregistré. Bon, il y en a beaucoup, des Tikenja, bon, il y en a tellement. Mais avec chacun, des Alpha Blondy, chacun, surtout par exemple quand je collabore avec Alpha qui est mon idole, mais écoute, ça change ta vie. Quelquefois, il y a des genres de cris que je fais sur scène, les gens me disent, ah là, tu fais ton Alpha Blondy.
Il dit, mais j'y peux rien, je suis fan depuis que je suis gamin. Oui, absolument. Et après, quand tu travailles avec eux en studio, tu vois la rigueur, tu vois le travail, et tu te rends compte que on ne peut pas tricher dans ce métier, quoi. Tu ne récolteras pas ce que tu n'as pas semé. Ouais. Tu as eu aussi à travailler avec Mori Kanté? Oui, non, mais tu sais, j'ai la frustration. On n'a pas enregistré le morceau qu'on a dit qu'on devait faire. Waouh. On a fait l'interview, on s'est promis d'enregistrer, mais on n'a pas fait le morceau. Et ça m'a fait mal. Ouais. Ça me fait mal. On a collaboré dans le morceau Tous Ensemble qu'on a enregistré ici pendant les élections. Et ça devait être quel morceau? Le morceau devait s'appeler Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu as une mélodie, un refrain que tu peux partager avec nous? Écoute, je vous invite à aller écouter l'album de Kérosène. Je l'ai fait avec DJ Kérosène de la Côte d'Ivoire. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ça devait être avec Mori Kanté. Ça devait être avec Mori Kanté. C'était la promesse que je lui avais faite. Waouh. Ah ouais. Malheureusement. Ouais, tu as voulu c'est un grand monsieur, c'était très humble. On a fait une interview chez lui de pratiquement 2 heures de temps. Il était tellement généreux. Ce jour-là, on a parlé. On a fini, on était même tous fatigués. Il nous a donné du café, on a continué à parler. Et on a gardé beaucoup. Et je me rends compte que heureusement qu'on a pu... C'est comme si c'est son dernier témoignage. Ouais. Et franchement, que Dieu l'accueille au paradis, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. En tout cas, moi, je retiens de cette discussion beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Et d'humilité aussi. C'était quelqu'un aussi de... Grande humilité. Ouais. Il nous a accueillis à la maison, il nous a gâtés, franchement. En tout cas, que Dieu l'accueille au paradis. Amin ya Rabbi. Dernière question. Je suis Diallo Fatmata Diolte, je vous appelle depuis Sangoya. J'ai une question pour Monsieur Didier Awadi. Monsieur Awadi, pensez-vous qu'une collaboration panafricaine plus structurée entre artistes pourrait aider à surmonter les défis de l'industrie musicale? Oui, merci. Merci. Très bonne question. Et oui, je crois beaucoup aux collaborations panafricaines. Il y a quelques années, il y a un paquet d'années, on avait fait une grosse collaboration. On avait pris 17 artistes de 10 pays. On avait fait Artistes Unis pour le rap africain, Poto Poto, bienvenue à Poto Poto, où il y avait les Moussambaye entre autres. On fait beaucoup de projets comme ça, on réunit beaucoup d'Africains. Pour la Coupe du Monde, on avait fait aussi un gros projet avec MTN en Afrique du Sud. On avait mis beaucoup d'artistes africains, de Kelly Rowland, Toufé, Sidibia, on avait mis Krotal du Cameroun, on avait mis les Squats à Kemp d'Afrique du Sud. J'aime beaucoup faire des projets panafricains comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, on continue d'en faire. Et pour moi, il n'y a que comme ça qu'on va montrer que le plus important, ce n'est pas les frontières héritées de la colonisation, mais c'est les peuples qui doivent se mettre ensemble. Très belle phrase, franchement. C'est les peuples qui doivent se mettre... On est toujours plus forts ensemble. Ça, l'histoire l'a toujours démontré. En tout cas, merci pour cette très belle interview. Et franchement, on a eu à toucher sur les défis auxquels les artistes font face dans l'industrie de la musique africaine. Mais je pense que tu as dit quelque chose qui est très important avec la vision, le courage et le travail. On finira par y arriver. Oui. Et donc, un dernier mot à toute cette jeunesse qui te suit, c'est-à-dire à tous tes fans d'avant et d'aujourd'hui. Un dernier mot, en fait, j'aime pas... J'aime pas les derniers mots. Non, j'aime pas les derniers mots. Une dernière anecdote. Une dernière anecdote. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, j'ai pas de dernière anecdote. En fait, je vais la garder parce que j'aimerais bien revenir. Donc, vous continuez de suivre ce programme et je serai obligé de revenir. Donc, le dernier mot, ce sera le prochain mot. One love. Ladies and gentlemen, that is it for this week. Et franchement, je remercie encore mon invité Didier Awadi, mon grand frère à moi. Et il est toujours resté cet artiste engagé et conscient. Et j'espère vraiment que son parcours et son partage ici aujourd'hui conscientisera beaucoup plus d'artistes, surtout cette nouvelle génération qui est en train de gravir les échelons. Et il a dit quelque chose de très important. La parole a tout son poids. Donc ce qu'on dit
est très important, surtout lorsque vous avez des fans. Et aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, c'est très facile de se créer un following, de se créer des fans. Donc, soyez responsables avec vos mots, soyez responsables avec vos paroles parce que vous êtes des inspirations, vous êtes suivis et vous êtes écoutés. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir une telle icône dans cette émission. C'était On se dit tout. Et comme il a dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro plus inspirant encore.